secrétaire d'État, Monsieur le directeur général, chers partenaires techniques et financiers, tous ceux ici présents en vos rangs, titres et qualités, bonsoir. C'est avec plaisir que je vais vous faire la présentation du rapport statistique de l'année 2022 et nous allons suivre le plan que voici. On va faire une rapide mise en contexte. Vous situez la population et les différents groupes cibles du ministère, le profil épidémiologique du pays pour l'année 2022, l'accès aux soins de santé et la couverture des services. Donc, ce rapport va vous permettre de vous renseigner sur la situation de chaque département, les résultats qui ont été produits, la couverture de prestations de services, comment le système est organisé. Et pour que cette information parvienne jusqu'à nous, pour pouvoir faire le rapport, ceci se fait à travers le SISNU, qui est le système d'information sanitaire national unique, à travers ces différentes composantes où il y a un rapport statistique qui est fait mensuellement dans toutes les institutions de santé du pays, une fiche de notification des maladies et phénomènes sous surveillance qui permet à la DELR de faire la surveillance épidémiologique et les bases de données de certains programmes parce qu'on arrive, par exemple, on a fait l'interopérabilité entre le MESI qui a les données de VIH et les DHIS2 plateforme centrale du système. Donc, en fait, pour vous présenter la population haïtienne pour l'année 2022, la population est estimée à travers les données de l'IHSI à 12 033 670 personnes. Et comme vous le voyez sur le slide, c'est reparti par département. Et vous voyez que, en fait, il y a 49,6% d'hommes et 50,4% de femmes dans la République d'Haïti. Maintenant, à partir de ces données, on a fixé les groupes cibles en fonction des calculs que nous avons faits qui nous permettent de voir que la population de moins d'un an d'Haïti, c'est 2,4% de la population haïtienne, donc ça nous fait 288 808 enfants. Enfants de 1 à 4 ans, c'est 9,3% de la population. Enfants de 6 à 59 mois, 9,95%. Les moins de 5 ans totalisent globalement 11,7%. Et les femmes de 15 à 42 ans, c'est 24,5% de la population. Et il y a une discussion qui se fait pour savoir, par rapport aux grossesses attendues, les femmes enceintes attendues. En fait, d'après tous les calculs, c'est 2,8% de femmes attendues que nous attendons pour la population haïtienne, soit 336 943 femmes qu'on attendait qui allaient tomber enceintes au cours de l'année 2022. Les personnes qui fréquentent les institutions, on a essayé de remonter jusqu'à l'année 2018 pour essayer de comprendre les 5 dernières années ce qui s'est passé. En 2018, on avait 29% de personnes qui ont visité les institutions de santé. Ça a diminué en 2019 parce que nous savons la situation que nous avons dans le pays. C'était tombé à 21,4. En 2020, c'est l'année de Covid. C'était encore la diminution, en fait la prestation de services était diminuée à 18,8. On a commencé à avoir une petite remontée à 19,3 en 2021 et en 2022, on a 23% de la population qui fréquente nos institutions. Les accidents, la fréquence des accidents enregistrés par département et par type au niveau du pays. En fait, si vous regardez en fait, les accidents de la voie publique, parce que globalement, on a eu 76 390 accidents. Et les accidents étant divisés en accidents de la voie publique, accidents du travail et les accidents domestiques. 64,8%, on est bien content que le ministre des Travaux publics est avec nous.
64,8% c'était des accidents de la voie publique. Donc, d'où l'interconnexion qu'il y a entre la santé et les transports publics. Et parmi les accidents, il y a 39,4% des accidents qu'on a eu, c'est dû à des accidents de moto. Parce qu'on a constaté le phénomène, en fait, avec tous les motos qu'il y a, on a commencé maintenant à collecter les données pour pouvoir voir l'impact de ces motos sur la population, et 39,4%, soit 30 072 personnes ont été victimes d'accidents de moto au cours de l'année 2022. Fréquence des cas de violence enregistrés par département. Donc, par rapport aux violences, il y a les violences sexuelles qui représentent 8,1% des cas de violence recensés au niveau des institutions, 78,2% de cas de violence physique et les autres types de violences qui représentaient 13,7%. Donc, si on regarde bien, il y a 1693 personnes qui ont été victimes de violences sexuelles au cours de l'année 2022. Et à partir de cet instant, on va vous présenter la situation de la surveillance épidémiologique pour l'année 2022. Monsieur Rissner de la DELR va faire cette présentation et je reviendrai pour les autres indicateurs. Chers invités, bonjour. Mon nom c'est Rissner Denis, statisticien à la DELR. Je vais vous présenter le profil épidémiologique de la population haïtienne pour l'année 2022. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette année, la présentation est organisée en 5 grands points. Tout d'abord, nous vous présentons les réseaux nationaux de surveillance épidémiologique. Dans le deuxième point, on vous présente la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Dans le troisième point, on vous présente la surveillance de la COVID-19. Dans le quatrième point, on vous présente la surveillance du choléra. Et en dernier lieu, nous vous présentons la gestion des spécimens au niveau du laboratoire de santé publique. Ici, nous avons la liste des maladies et phénomènes sous surveillance. Cette liste est divisée en 3 grandes catégories. Les maladies et phénomènes à déclaration immédiate, qui sont au nombre de 17. Les maladies et phénomènes à déclaration hebdomadaire, qui sont au nombre de 15. Les maladies et phénomènes à déclaration mensuelle, qui sont au nombre de 9. Pourquoi surveiller? Si une maladie est à allure épidémique et de pronostic sombre, alors on surveille. Par exemple, méningite, améningocoque, sida, choléra. Si une maladie est éradiquée ou en voie d'éradication ou éliminée, alors on surveille. Pourquoi? C'est pour pouvoir éviter une nouvelle réapparition. Si une maladie est à déclaration obligatoire au niveau international, on surveille également, parce que c'est important dans le contexte actuel où le monde fonctionne comme un petit village. Donc c'est important de surveiller les maladies qui sont à déclaration obligatoire au niveau international. On surveille également les maladies qui ont un intérêt pour le système de santé publique et de santé nationale, par exemple le paludisme. Maintenant, nous avons à l'écran le circuit d'information au niveau de notre système de surveillance épidémiologique. Comme vous pouvez le voir, ce circuit est composé de 4 niveaux. Le niveau institutionnel, le niveau communal, le niveau départemental et le niveau central. Pour tous ces 4 niveaux, on fait de la notification, la saisie, la compilation, la validation des données. Mais à partir du niveau communal, on commence à faire des analyses et des investigations. Et
au niveau départemental et au niveau central, non seulement on fait des investigations, mais on fait également des réponses. Et de l'autre côté, comme le montrent les flèches, il y a, une fois que les données sont rapportées au niveau central, elles sont analysées et pour être transformées en informations, et ces informations-là sont partagées à ces différents niveaux. C'est ce qu'on appelle la rétroalimentation des informations. Ici, nous avons la répartition des sites de surveillance par département, c'est-à-dire les institutions qui participent à la surveillance épidémiologique, qui rapportent des données. Parmi, nous avons au total 1048 institutions autorisées dans le pays, dont 703 participent à la surveillance épidémiologique, ce qui fait un taux de couverture de l'information de 65%. Mais je dois attirer votre attention sur le fait que nous avons 3 départements qui ont un taux de couverture de l'information de 100%, à savoir c'est la Grande-Anse, le département de la Grande-Anse, le département des NIP et le département du Nord-Est. Et nous avons 3 départements qui n'ont pas pu atteindre les 50%. Ici, cette cartographie présente la répartition des sites par département et par commune. Donc on peut voir très rapidement que en Haïti, chaque commune a au moins une institution qui rapporte des données dans notre système de surveillance épidémiologique. Ici, nous allons présenter le résultat des données rapportées au sein de notre système de surveillance épidémiologique. On vient de vous présenter le réseau national. Maintenant, on vous présente l'analyse des données qui sont collectées, qui sont rapportées au niveau de notre système. Ici, nous avons l'évolution des différentes strates de maladies que je viens de présenter tout à l'heure dans la liste. Et maintenant, on vous présente l'évolution des différentes strates de maladies et phénomènes sous surveillance de 2017 à 2022. Donc, très rapidement, on peut voir que pour l'année de 2022, on observe une baisse des cas à déclaration obligatoire par rapport à l'année 2021. Mais on peut remarquer que pour les cas à déclaration immédiate, donc on a une hausse par rapport à l'année 2021. Ici, ce graphique présente le rang des maladies et phénomènes sous surveillance, c'est-à-dire en termes de fréquence. Et nous avons ici le rang des maladies et phénomènes à déclaration immédiate, le rang des maladies et phénomènes à déclaration hebdomadaire, et on vous fait un petit résumé. Fréquence pour le premier graphique qui présente la fréquence des maladies et phénomènes sous surveillance, c'est-à-dire les maladies et phénomènes à déclaration obligatoire. On peut remarquer que les infections respiratoires aiguës, la fièvre typhoïde suspecte, et l'hypertension artérielle occupent les trois premiers rangs ou les 3 premières positions. Pour les maladies et phénomènes à déclaration hebdomadaire, ce groupe est dominé par les IRA, la fièvre typhoïde suspecte et les autres fièvres. Dans le groupe des maladies et phénomènes à déclaration immédiate, on voit que la COVID-19 suspecte détient la première place avec 69 676 cas, suivi du choléra suspect avec 23 479 cas. On enchaîne avec la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Pour les maladies évitables par la vaccination, on analyse les données tout en mettant l'accent sur les indicateurs cibles, sur certains indicateurs cibles, qui permet d'analyser la performance de ce système de surveillance, de cette surveillance, et évaluer le profil épidémiologique de ces maladies. Dans la première colonne, nous avons ces indicateurs. Dans la deuxième colonne, nous avons les cas attendus. Ce sont des indicateurs cibles. Et dans la troisième colonne, nous avons l'observation, ce que nous observons à partir de nos données. On peut voir que tous les indicateurs
observées, calculées à partir des données observées sont en rouge, ce qui signifie qu'on n'a pas pu atteindre les cibles. Pour le paralysie flasque aiguë, c'est presque le même cas de figure, à l'exception du pourcentage d'investigation de les 48 heures, tous les autres indicateurs sont en rouge, malheureusement. Ici, nous avons l'évolution annuelle de la diphtérie en Haïti. De 2014 à 2022, on peut remarquer que nous avons un pic en 2018 et depuis lors, nous avons une tendance à la baisse avec bien sûr certaines fluctuations. Et pour l'année de 2022, on observe une hausse par rapport à 2021. Pour continuer, nous avons observé un taux de létalité de 20,1% et un taux de positivité de 26,3%. Maintenant, nous avons le résultat de la surveillance des cas de COVID-19. Nous avons ce premier tableau qui présente le taux de dépistage, le taux de positivité, le taux de létalité de la COVID-19 par département pour l'année de 2022. On peut voir que ces données montrent que, en termes de morbidité, c'est le département de l'Ouest qui est le plus touché. Et en termes de létalité, c'est le département du centre. Bon, il y a une explication à ça parce que la majorité des cas graves étaient transportés à l'hôpital de Mibalè. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a ce cas de figure. Donc, le département de l'Ouest est le plus touché en termes de morbidité et le département du centre, pareil, le département qui est le plus touché en termes de létalité. Ici, nous avons l'évolution hebdomadaire de la COVID-19 en Haïti de 2020 à 2022. Et très rapidement, on peut constater des pics réguliers chaque année. On a 3 pics réguliers chaque année. Ce qui montre une sorte de saisonnalité dans cette série. C'est-à-dire, on peut se permettre de dire que la COVID-19 est une maladie saisonnière. Puisque les données nous montrent qu'il y a des pics réguliers chaque année. Résultat de la surveillance du choléra. Ici, nous avons l'évolution des cas suspects de choléra depuis la résurgence le 29 septembre 2022. Et on voit que les cas étaient en hausse, les cas suspects étaient en hausse jusqu'au mois de novembre. Et depuis lors, qu'on a atteint le pic le 8 novembre 2022, les cas, on a une tendance à la baisse, avec certaines fluctuations, bien sûr. C'est pareil pour les cas positifs, sauf que pour les cas positifs, pour les cas confirmés, on atteint le pic un petit peu plus tard. Donc c'est logique parce qu'une fois que les spécimens sont arrivés au laboratoire national, ça prend un petit temps pour être analysé. Maintenant, nous avons l'incidence du choléra par département pour l'année 2022. On peut voir que le département de l'Artibonite et le département de l'Ouest sont ces deux départements qui présentent le risque d'infection le plus élevé. Parce que c'est en rouge, suivi du département d'Ernip et du Sud. Ça, c'est juste pour l'année 2022. Donc, les données, ça peut changer à tout moment. Maintenant, nous avons la surveillance étiologique et biologique, comme je viens de le dire, qui présente la gestion des spécimens au niveau du laboratoire national de santé publique. Et très rapidement, je ne vais pas lire tous les chiffres qui sont ici, donc je peux vous faire un petit résumé. De façon, très rapidement, on peut voir que pour l'année 2022, 31 972 spécimens ont été reçus au niveau du laboratoire national. 55 785 tests ont été réalisés.
avec 4509 positifs, tests positifs. Ce qui fait au global un taux de positivité de 8,24%. Jusqu'à la réalisation de ce rapport, seulement 2 tests étaient en cours. Je viens de vous présenter le résultat des analyses des données collectées au niveau de notre système. Maintenant, il est important de présenter quelques limitations, je pense, qui pourraient affecter la qualité, la validité, mais même la validité des données présentées ici. Par exemple, il y a un problème de validation des données, parce que vous savez aussi bien que moi que par rapport à la conjoncture actuelle, à la conjoncture politique, à l'insécurité, donc cela nous empêche de réaliser certaines activités de validation, ce qui pourrait affecter négativement la qualité des données. Il y a certains problèmes également qui sont liés à la promptitude et à l'exactitude des données rapportées par les institutions sanitaires. En conclusion, on a constaté une baisse des maladies et phénomènes à déclaration obligatoire pour l'année 2022 par rapport à l'année 2021 et une faible performance de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Merci. Merci. Donc, on remercie Resner pour sa présentation. Donc, vous avez constaté avec lui l'état de la surveillance épidémiologique du pays et nous devrions continuer à travailler ensemble pour améliorer cette surveillance qui nous permet de détecter les cas au moment où, quel que soit le phénomène, le nouveau phénomène apparaît dans le pays. Donc, maintenant, on va rentrer dans la présentation par rapport aux différents programmes. Là, on prend la planification familiale. En fait, on a une population de 15 à 49 ans de 2 948 249 femmes. Il y a 561 188 qui ont une méthode de planification familiale qu'ils font, ce qui représente 19% de cette population. Donc, la méthode la plus en vue utilisée par les femmes haïtiennes, c'est la méthode injectable, où il y a 261 610 femmes qui utilisent cette méthode. Mais maintenant, quand on regarde ce classement, quand on regarde par rapport aux différents départements, on constate que le département du Nord-Est est le département où la planification familiale fonctionne le mieux, avec 37,9% des femmes qui font une planification familiale. Mais le département du Sud-Est, avec 7,3%, où c'est très faible ce qui se passe par rapport à la planification familiale dans ce département. Quand on suit au niveau du pays, quand on a fait remonter jusqu'à 2018, on constate qu'on est dans cette fourchette entre 19 et 20% pour la planification familiale dans le pays. Couverture des premières, troisième et quatrième visites prénatales par département. Donc, quand on regarde, parce que je vous ai dit, il y a 2,8% des femmes pour lesquelles on attend qu'il y ait une grossesse dans la population haïtienne, ce qui nous fait 336 943 femmes. 65,9% de ces femmes attendues ont fait leur première visite de consultation prénatale. La troisième visite, c'était 27,5%. Et 21,7% ont fait une quatrième visite. Ça veut dire qu'on arrive à capter 65,9% qui viennent dans nos institutions, mais on n'a pas pu les retenir pour les amener jusqu'à la quatrième visite, qui est la norme fixée pour bien suivre une femme enceinte. Répartition des femmes enceintes selon le trimestre maintenant dans lequel la première consultation prénatale a eu lieu. Vous allez voir que, et là ça va nous permettre de comprendre, et que quand on dit qu'on a capté pour les premières visites, mais on comprend bien
qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arriveront pas à avoir les 4 visites parce que quand on regarde la période de la grossesse, il y a 29,5% des femmes qui font leur première visite pendant les 3 premiers mois de grossesse. Il y a 38,5% qui arrivent entre la 4e et 6e mois. Et il y a 19,7% qui arrivent entre la 7e et 9e mois, ce qui veut dire qu'elles arrivent très tard pour être prises en fait pour faire leur première visite, et ce qui ne permet pas au système de pouvoir continuer avec ce suivi pour arriver à la 4e visite qui est la norme pour assurer une prise en charge effective de la femme. Répartition des accouchements selon le département géographique et le lieu institutionnel. Il y a eu 199 744 accouchements qui ont été rapportés dans le système. Si on regarde bien, 22,2% c'était des accouchements non institutionnels et 67,9% ont eu lieu dans les institutions de santé. Et le département du Nord-Est et le département du Nord-Ouest et le département du Centre sont les 3 départements où il y a eu le plus d'accouchements qui se font dans les institutions de santé. Évolution de la proportion d'accouchements ayant bénéficié de l'assistance de personnel qualifié. Donc, quand on est remonté en 2018, c'était à 65,3%. Et ça a augmenté jusqu'à 75,8 2020-2021. Il y a eu une petite baisse à 67,8 pour 2022. Répartition des décès maternels enregistrés dans les institutions sanitaires par département pour l'année 2022. Il y a eu 210 décès maternels institutionnels qui ont été enregistrés. Donc, sur les 135 536 accouchements institutionnels, ce qui nous met à une ratio de mortalité maternelle hospitalière de 154,9 pour 100 000 accouchements. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les chiffres, ça veut dire le département de la Grand'Anse serait le département à avoir le moins de femmes qui meurent au cours des accouchements dans les institutions. Et le département du Sud est en première position, mais dans le mal. Ça veut dire que c'est le département où on a le plus de femmes qui meurent pendant l'accouchement au niveau des institutions. Donc, mais une bonne nouvelle, c'est que l'évolution de la ratio mortalité maternelle hospitalière, quand on regarde de 2018 à 2022, on voit que c'est une courbe qui continue à descendre. C'était à 252,6 en 2018 et maintenant on est à 154,9 et on voit qu'il y a une descente qui est en train d'être amorcée par rapport à cet indicateur. Donc c'est une bonne note pour le système et on doit renforcer ce travail pour continuer à diminuer la mortalité maternelle au niveau des institutions. Répartition des visites postnatales selon la période et le département géographique. Si vous voyez bien les 135 536 accouchements qu'on a eu, il y a 56 000 femmes qui ont eu une première visite pendant les 6 premières heures. Il y a 29 082 entre 7 heures et 6 jours. Et on a eu 115 395 total de femmes qui ont bénéficié d'une consultation postnatale, ce qui représente 85,1% des accouchements qui ont eu lieu. Et comme vous le voyez, comme je l'ai dit, ces chiffres sont repartis par département et on peut voir la situation dans chacun des départements, comment ça se passe par rapport aux différents indicateurs. Distribution des accouchements ayant reçu une visite domiciliaire dans l'intervalle de 3 jours après la naissance par département géographique. Et là, c'est le travail fait le plus par nos agents de santé qui vont faire les visites. Il y a 54 369 femmes qui ont reçu une visite dans les 3 jours qui suivent leur accouchement.
soit 40,1% des femmes qui accouchent. L'évolution de la proportion de femmes ayant bénéficié d'une consultation postnatale et le pourcentage de visites domiciliaires de suivi postnatal de 2018 à 2022. Si vous le voyez, ça veut dire que quand on regarde les visites domiciliaires, c'est les agents qui vont voir et pour référer, on a plus de femmes qui sont maintenant conscientisées pour venir faire leur visite postnatale après l'accouchement. Répartition des femmes bénéficiaires d'une inspection visuelle de l'acide acétique pour permettre le dépistage du cancer du col et des femmes positives à l'IVA prises en charge par département géographique. Il y a 7246 femmes qui ont bénéficié d'une inspection visuelle à l'acide acétique. Il y a 700 femmes qui ont été positives à l'IVA et le nombre de femmes qui ont été prises en charge suite le fait qu'elles soient positives, c'était 657. Donc 93,5% des femmes qui sont positives ont été prises en charge et suite au diagnostic qui a été fait. Répartition des enfants de moins de 5 ans vus pour la première fois dans un programme de surveillance nutritionnelle par département. Il y a 1 407 939 enfants de moins de 5 ans. Et parmi ces enfants, il y a 628 813 qui ont visité pour une première fois un programme de surveillance nutritionnelle. Et le département où ça fonctionne le mieux, c'est le département du Nord-Est, avec 95,9% des enfants qui ont pu bénéficier, ont été vus pour la première fois dans un programme. Et le Sud-Est, c'est très faible. C'est à 28,7%. L'évolution de la couverture des enfants de moins de 5 ans dans le programme de nutrition. En fait, cette couverture, il y a une diminution qu'on constate. En 2018, on était à 49%. Et en 2022, nous sommes à 44,7%. Répartition des enfants de 6 à 59 mois ayant reçu 2 doses de vitamine A et plus par département. Donc, il y a 318 380 enfants qui ont pu bénéficier de 2 doses de vitamine A, ce qui représente 26,6% de la population. Et les départements les plus performants, c'est le Nord-Est, 66,4%. Et la Grande-Est, 69%. Donc, le département de l'Ouest, il y a beaucoup d'efforts que nous devrions faire parce que c'est à 12,1%. Répartition des enfants de moins de 5 ans à qui on a administré l'albendazole. Il y a 209 188 enfants qui ont reçu l'albendazole au cours de l'année, ce qui représente 14,9%. Le département du Nord-Est, 56,3%, la Grande-Est, 45,4%, et le département le plus faible, c'était le département du Sud-Est et le département de l'Ouest, avec 6,6% et 7,1% d'enfants qui ont reçu l'albendazole. Répartition des enfants de moins d'1 an vaccinés contre la rougeole, rubéole et la tuberculose par département. Il y a la cible pour la tuberculose était de 260, nombre de naissances vivantes, 270 758. Nombre d'enfants qui ont reçu, 76,9% ont reçu ont reçu le vaccin contre la tuberculose. Et la cible pour la rougeole rubéole, c'était de 269 553 enfants et 75,8% ont reçu le vaccin. Répartition des enfants de moins d'1 an ayant reçu le vaccin pentavalent et le vaccin contre la polio, suivant la dose et le département géographique. Sur les enfants de moins d'1 an, c'est 269 553, 83,3% ont reçu le pentavalent
et le Penta 1, le Penta 3, en fait, qui permettent de compléter la vaccination, c'est 73% des enfants qui ont reçu. Pour la polio, 78,7% ont reçu la polio 1 et la polio 3, c'est 70,1%. Donc, si vous voyez bien, on a une déperdition de 12,3% par rapport à au vaccin pentavalent et de 10,9% par rapport au vaccin polio. Répartition des enfants de moins d'un an ayant reçu le rotavirus, c'est 65,6% des enfants ont reçu la première dose et 56,2% la deuxième dose pour le vaccin de rotavirus. Répartition des enfants de moins d'un an complètement vaccinés suivant le département géographique. Là, on est à 53,1% d'enfants qui sont complètement vaccinés, en fait, pour les moins d'un an. Répartition des femmes enceintes ayant reçu le vaccin antidiphtérique et antitétanique, c'est 37,7%. Répartition des personnes testées pour le VIH et qui connaissent leur statut par département géographique. Hommes et femmes, il y a eu 240 543 personnes qui ont été testées et qui connaissent leur statut. Les femmes enceintes en clinique prénatale, c'est 164 300, ce qui nous fait un total de 404 843 personnes qui ont été testées et qui connaissent leur statut par rapport au VIH. Le taux de séropositivité par département géographique, si on regarde bien pour l'ensemble du pays, c'était de 3%. Et il y a une variation entre les différents départements et le département pour lequel le taux de positivité est le plus élevé, c'est le Nord avec 4,1%. Et le plus faible serait la Grand'Anse avec 1,9%. Répartition de patients enrôlés soit ARV par département géographique. La performance de l'enrôlement et de la rétention soit ARV en 2021. En fait, il y a 11 873 nouveaux enrôlés soit ARV qui a eu, en fait, ce qui fait une performance de 99%. Et le taux de rétention soit ARV à 12 mois était de 76%. Répartition du nombre de personnes actives soit ARV en 2022, du nombre de patients ayant effectué un test de charge virale et le pourcentage de patients en suppression virale par département. Actifs au 31 décembre 2022, c'est 111 133 patients. Patients actifs ayant effectué un test, c'est 81 440. Pourcentage de patients ayant effectué un test de suppression de la charge virale, c'est 82%. En fait, là, on a un ensemble d'indicateurs que nous avons par rapport au programme VIH qui nous permet d'avoir une situation où on peut voir que 75% des femmes enceintes vues en CPN 1 et ont fait leur test, et le nombre, les femmes enceintes vues en maternité qui connaissent leur statut, c'est 33 000 femmes. Taux de séroprévalence des femmes enceintes vues en CPN, c'est 2,8%. La couverture PTME, c'est 62%. Le pourcentage d'enfants exposés placés sous ARV avant 72 heures, c'est 93% des enfants qui sont placés immédiatement sous ARV parce qu'ils étaient exposés par rapport au VIH. La cascade de dépistage et traitement du VIH, 86% des personnes qui, en fait, connaissent leur statut. On a 77% de couverture d'ARV. Donc, parmi ces 86% des personnes, 77% sont mis sur ARV et 64% ont une suppression de leur charge virale. Les principaux indicateurs que nous avons, c'est à partir de certaines estimations et les données qu'on a à partir des bases de données SALV et MESI. Donc, on a 77% ont une couverture globale, en fait, de personnes qui sont sous ARV
et 64% ont une couverture sur la suppression de leur charge virale. Pourcentage de symptomatiques respiratoires examinés dans le système et pourcentage de cas confirmés, les tests positifs par département géographique. Il y a eu 41 946 personnes qui ont eu une symptomatique respiratoire. Parmi ces personnes, 37 693 ont été examinées, ce qui nous fait 89,9% des personnes qui ont eu cette symptomatologie. Et on a pu détecter 7 957 cas de tuberculose parmi ces personnes, ce qui représente 21,1% des personnes qui présentent une symptomatologie respiratoire qui se présente dans nos institutions. Prise en charge des patients co-infectés TB-VIH par département géographique. Les patients co-infectés TB-VIH, on a recensé 1595 pour l'année 2022. Et ces patients ont été mis sur médicaments et 91% des patients infectés sont sous cotrimoxazole. Et en fait, les patients co-infectés sous ARV, c'était 1419, ce qui nous fait 89%. OK. Résultat de traitement des patients co-infectés TB-VIH de la cohorte 2021 par département géographique. On a le département du centre qui a un meilleur taux de succès avec 88,2% des personnes de cette cohorte qui sont sorties, mais globalement pour le pays, c'est 69,1%. Nombre de tests rapides et microscopiques réalisés et pourcentage de tests positifs par département sanitaire pour la malaria, c'est 23 157 tests microscopiques ont été réalisés. Il y a eu 206 960 tests rapides. Donc, il y a 3,6 de pourcentage de tests microscopiques qui ont été réalisés et 6,7% de tests rapides. Répartition de cas de paludisme confirmés par département selon les groupes cibles considérés. On a total cas confirmés, c'est 14 090, ce qui nous met en fait chez les femmes enceintes, c'est 1,9% des cas en fait qui sont confirmés. Et pour les personnes supérieures à 5 ans, il y a 90,2% de personnes parmi les 14 090 et 7,9% d'enfants de moins de 5 ans qui sont dans les 14 090 cas confirmés de malaria qu'il y a dans le pays pour l'année 2022, qui a eu. Le taux de dépistage par département au niveau national, si vous voyez, pour Haïti, c'est 1,3%, mais le département où on a le plus de problèmes, c'est le département de la Grand'Anse, où nous avons 4,8%, en fait, un taux qui est de dépistage qui est à 4,8%. Taux de positivité de la malaria en Haïti, c'est 8,4%. C'est 8,4% le taux de positivité. Et là où on a le plus de cas, le taux de positivité le plus élevé, c'est au niveau de la Grand'Anse, où 29,9% des cas testés se retrouvent positifs, parce que si on regarde bien, la malaria, en fait, pour le moment, le combat est dans le sud, c'est le département des NIP, sud, sud-est et la Grand'Anse, où la majorité des cas de malaria du pays sont concentrés pour le moment. Merci. Le taux de positivité de la malaria de 2018 à 2022. Donc, si vous regardez en fait ce graphe, donc c'est un combat qu'on était en train de gagner et il y a eu un pic en 2020. Un pic en 2020 à cause de Covid où on a dû changer de stratégie pour continuer et là, au cours de l'année 2022, on a eu 8,4%. Et comme je vous l'ai dit, c'est le Grand Sud. Donc, il faut pouvoir se rendre dans le Grand Sud et pour faire les activités qu'il faut
pour pouvoir mener ce combat pour la malaria. Donc, on est maintenant à un taux de positivité de 8,4%. Maintenant, la répartition des institutions sanitaires par catégorie, quand on rentre dans les ressources, si le pays, nous avons 35,85% des institutions qui sont des centres de santé. On a 34,96. Ça veut dire, si vous regardez, en fait, la majorité des institutions, c'est des institutions de soins de santé primaires. C'est au premier échelon du système. Pour les hôpitaux, c'est 7,5%. Pour les autres hôpitaux, les hôpitaux communautaires de référence, c'est 4,57%. Et 0,79% des institutions, ce sont les 10 hôpitaux départementaux. Maintenant, cette répartition est faite entre public mixte, privé à but lucratif. 34,16% sont des institutions publiques. Privé sans but lucratif, ils ont 17,28%. Privé à but lucratif, c'est 29,79%. Et mixte, c'est 18,77% des institutions. La majorité des institutions sont dans le département, en termes de pourcentage, dans le département de l'Ouest, où il y a 36,35% des institutions. Et les autres départements, disons, la répartition suit la population telle que les départements en termes de poids de la population pour les différents départements. Répartition des lits d'hospitalisation par département, c'est l'Ouest qui a le plus grand nombre de lits. Et ça suit ce que je viens de dire par rapport à la population. Il y a 3564 lits d'hospitalisation dans l'Ouest, 837 lits dans le Nord, 816 lits dans l'Artibonite, 630 lits d'hospitalisation dans le Sud, 624 lits dans le Centre, 380 dans le Nord-Ouest, 243 dans la Grand'Anse, 221 dans le Sud-Est, 147 dans le Nord-Est et 135 lits dans les Nîmes. Maintenant, quand on essaie de voir par rapport au nombre de lits, par le ratio lits pour 10 000 habitants, nous avons 26 lits pour 10 000 habitants au niveau du pays. Distribution du personnel médical. Le personnel médical, c'est dans le secteur public, nous avons 43% du personnel. Le privé sans but lucratif, ils ont 17%. Privé à but lucratif, 26%. Et mixte, dans les institutions mixtes, 14% du personnel se retrouve au niveau des institutions mixtes. Distribution du personnel de santé par type d'institution. 59% du personnel se retrouve dans les hôpitaux. 13% dans les centres de santé à lit, 8% dans les centres communautaires de santé et 20% dans les centres de santé sans lit. Et quand on va par département, donc on regarde que nous avons 13,1% du personnel qui se retrouve dans l'Ouest, mais globalement, quand on suit le classement, on a 9,9 personnels pour 10 000 habitants. Mais notez que dans ce chiffre, on adjoint, nous, en Haïti, les auxiliaires infirmières, mais dans le classement que l'OMS fait, où on prévoit qu'il faut 25 personnes pour 10 000 habitants, ça c'est la norme, et cette norme, c'est pour la santé materno-infantile. Si on veut arriver à la norme, pour arriver à la couverture sanitaire universelle, il nous faut 45 personnels pour 10 000. Aujourd'hui, malgré qu'on ajoute les auxiliaires infirmières, nous sommes à 9,9 personnels de santé dans le pays pour 10 000 habitants. Évolution de quelques agrégats généraux par rapport aux ressources financières. Donc là, le budget vient de sortir, j'aurais pu adjoindre ça, mais la présentation était déjà faite avant la sortie. Donc on va considérer les dépenses, en fait les différents indicateurs qu'on a eus à travers les derniers comptes nationaux que nous avons publiés. Et que si vous regardez les chiffres, les dépenses totales de santé en pourcentage du PIB, c'est 7,8%.
Dépenses totales de santé en pourcentage du budget national, c'est 34,7%. Mais le budget en pourcentage national, c'était de 3,9%. Mais cette année, bon, on aura à faire des rencontres sur ça. On a eu une petite augmentation dans le budget qui vient d'être publié, mais on aura à décortiquer le budget par rapport à la santé pour que tout le monde puisse voir les 18 milliards de gouttes affichés dans le budget, mais comment c'est réparti et sur quelle quantité que le ministre a directement une autorité pour influencer les dépenses et avancer avec le système. Répartition des dépenses totales de santé par catégorie en cours d'exercice. Là, c'était les données pour l'année 2018-2019. Les dépenses totales de santé étaient de 50 546 334 111 gouttes. Donc, ça, c'est des chiffres pour lesquels vous êtes habitués. Donc, ces dépenses sont faites dans les institutions. En fait, si vous regardez bien, les institutions sans but lucratif au service des ménages, c'est 43%. Le reste du monde, en bleu, avait apporté une contribution de 42%. L'administration publique avait apporté 10% dans ces dépenses. Les entreprises, c'était 4% pour ces dépenses. Donc, si vous voyez, c'est les ménages qui apportent la plus grande part des dépenses en santé qui sont faites en Haïti, qui représentent 43% des dépenses effectuées. Maintenant, pour arriver à ce rapport, vous allez voir, il y a un progrès énorme depuis qu'on commence à la mise en œuvre du SISNU, et que si vous voyez, la plupart des départements essaient d'arriver à, en fait, la complétude. Ça veut dire que c'est par rapport au rapport attendu. Si vous voyez, le département le plus faible est à 81%. Et c'est le département de l'Ouest qu'on comprend qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à certaines institutions qui n'arrivent pas à envoyer leur rapport. Mais si vous voyez, la plupart des autres départements tournent autour de 90% par rapport à la complétude. Et le département des NIP, qui est le plus performant, on a eu 100% des rapports attendus au niveau de ce département. Le Sud, 98%. Le Nord-Est, 98% des rapports sont dans le SISNU. Donc, les limitations globales par rapport au système, au rapport que nous avons présenté, il y a eu la montée de l'insécurité au cours de l'année 2022, où il y a eu une fermeture forcée de certaines institutions sanitaires, certains problèmes liés à la complétude, la promptitude et l'exactitude des données sur lesquelles nous sommes en train de travailler et voir comment motiver les institutions et les départements à saisir les rapports, difficulté de validation des données, fuite. Là, c'est l'un des grands problèmes que nous avons, c'est la fuite de cerveau dans le secteur de la santé avec les nouveaux mécanismes de l'immigration en place où on perd beaucoup de cadres et ce n'est pas un succès. Au niveau de l'UEP, on a perdu 24. Donc, c'est la réalité de ce que nous sommes en train de vivre et pouvoir, mais on essaie d'être toujours là pour continuer à faire le travail, mais ce n'est pas facile. Et la diminution des ressources financières. Donc, en conclusion, je vous dirais que j'ai été long, mais le rapport que vous allez recevoir après la présentation, c'est un rapport, le rapport est plus long cette année parce que nous avons ajouté, comme vous le voyez, d'autres sections. De 2015 à 2022, la situation globale de santé de la population haïtienne n'a pas connu de changement majeur. Elle est surtout caractérisée par des taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile élevés, bien qu'ils diminuent depuis 2018. Une fécondité toujours élevée, quoique présentant une tendance à la baisse, une morbidité dominée par les maladies transmissibles, incluant les immunocontrôlables et les maladies chroniques, particulièrement l'hypertension artérielle, diabète et le cancer, qui prennent de l'ampleur d'année en année. La résurgence du choléra que nous avons eue le 29 septembre 2022,
un pic du taux de positivité de la COVID-19 aux premières semaines épidémiologiques de 2022 et de la létalité à la 40e semaine, une diminution du financement du secteur santé, la part du budget alloué à la santé est nettement insuffisante pour répondre aux besoins essentiels de services qui ne cessent de s'accroître avec le temps, un niveau de performance relativement faible du système national de santé, fréquentation et la couverture des services sanitaires de base ne cessent de diminuer depuis 2018. Donc, en perspective, nous allons continuer notre travail pour améliorer la qualité des données qui vous sont présentées, promouvoir l'utilisation des données probantes pour la prise de décision, poursuivre avec l'alignement des partenaires, continuer le plaidoyer pour l'augmentation du budget alloué à la santé, pour nous permettre d'arriver à effectuer la construction de centres de santé dans les zones non desservies, rendre le personnel disponible, les médicaments, le matériel et les équipements dans les institutions sanitaires existantes. Aimé Césaire a dit à propos de la citadelle d'Haïti, à ce peuple qu'on voulait à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Nous sommes debout, la citadelle est là, bon, canal là, tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup.